Aujourd'hui, l'association RD Supriniro est heureuse de s'entretenir avec Jean Stone sur le sujet tabou de la mort. Vous allez l'entendre, cette étape, autrement appelée fin de vie, n'est peut-être pas tout à fait le néant que la pensée collective occidentale nous le laisse croire. Bonjour Johnston. Bonjour. Nous avons une amie en commun, Chantal, qui a organisé cette rencontre et pour qui vous avez écrit l'avant-propos de son très beau livre témoignage Parce que l'amour continue, publié aux éditions Exergue, sur des communications, des signes de présence que semble lui adresser son compagnon après son décès. Ce livre, préfacé par le père François Brune, interpelle sur des phénomènes post-mortem rapportés par de nombreux endeuillés. Johnston, que savons-nous de la mort en ce début de XXIe siècle? Eh bien, d'abord, la mort, c'est un état, je dirais, qui n'est pas instantané, puisque on a pendant longtemps, il y avait des croque-morts, ouais, le terme croque-mort, c'est-à-dire qu'on croquait un doigt pour voir si la personne réagissait ou si elle était morte, mais évidemment, c'est pas des techniques très sophistiquées. Et donc, à partir du XXe siècle, on a commencé à progresser. Alors d'abord, on s'est dit c'est l'arrêt du cœur, et puis pas du tout, puisqu'on peut relancer le cœur même après des arrêts relativement longs. Après, on s'est dit c'est l'arrêt du cerveau, non, parce qu'on peut réanimer des gens qui ont eu des électroencéphalogrammes complètement plats. Alors il y a bien une limite, hein, il y a une limite quand le cerveau est complètement détruit, c'est-à-dire que là, il y a vraiment une limite, on n'a jamais réanimé des gens, ou vu revenir des gens qui ont un cerveau complètement détruit. Donc il y a une limite, mais la mort est donc un processus de transition, hein. Donc c'est bien pour ça qu'on parle d'une approche de la mort. Et c'est ça qui devient intéressant, puisqu'on parle justement d'expérience de mort imminente ou d'expérience d'approche de la mort, dans le fait que il y a de plus en plus de gens sur Terre dans le dernier siècle, et il y en aura de plus en plus encore certainement, qui ont été réanimés dans des circonstances où on ne pouvait pas réanimer les gens dans les siècles précédents, puisqu'on n'avait pas justement la technologie. Aujourd'hui, on a toute une technologie de défibrillateur cardiaque et de bien d'autres choses pour réanimer les gens dans des circonstances de mort dites cliniques, justement parce que ce ne sont pas des morts définitives. Et donc, ce que nous apprennent ces expériences, c'est deux choses. Il faut diviser ces expériences en deux parties. D'abord, la partie que j'appelle autoscopique, c'est-à-dire où la personne décrit l'environnement de son corps, mais avec une autre vision vue de l'extérieur. C'est-à-dire que la personne, par exemple, se voit son corps d'extérieur, elle voit des gens qui l'attendent dans des proches dans la pièce d'à côté, vous voyez, des choses comme ça. Et donc ça, c'est une vision donc autoscopique, se voir soi-même de l'extérieur. Puis il y a une plongée dans un tunnel qui se termine en général par une lumière et où la personne, parfois, alors chaque témoignage est différent, mais il y a une quinzaine de points qui apparaissent dans beaucoup de témoignages. Il n'y a aucun témoignage qui a les 15 points, et tous les témoignages sont différents, mais la plupart des témoignages comprennent 7, 8, 9 de ces différents points qui ont été depuis analysés au départ par le docteur Raymond Moody dans son fameux best-seller La vie après la vie, et après par des docteurs comme Michael Sabom ou Kenneth Ring, qui ont mis en place justement des grilles d'évaluation de ces fameux témoignages. Et donc, la partie évidemment dite que j'appelle transcendantale de la NDE n'est pas vérifiable. Parce que si je vous dis que j'ai rencontré une lumière d'amour dans un monde très différent, vous pouvez pas le vérifier. Par contre, la partie autoscopique peut donner lieu à des vérifications très intéressantes. Le docteur Raymond Moody, lors de ses derniers passages en France, où j'ai eu la chance de le rencontrer à plusieurs reprises et de faire des colloques avec lui et de préfacer deux de ses livres, Moody m'a raconté qu'un médecin italien, lors d'une tournée de conférences récente qu'il avait faite en Italie, un médecin italien était venu lui confier avec reluctance, parce que pour lui c'était quand même très dur à avaler, qu'il avait opéré un jeune homme dans une opération relativement bénigne, et que dans cette opération relativement bénigne, le jeune homme était mort,
et le cœur-cerveau arrêté, et que donc bon bah il était étonné parce que c'était pas du tout une opération grave. Il relancé, travaillé pour relancer le cœur, etc. pendant longtemps, et sans résultat. Et au moment où il avait renoncé et où il était face à ce drame, donc d'avoir perdu un patient dans une opération bénigne, la porte s'est ouverte à deux battants de la salle d'opération, et une femme a hurlé: mon mari vous dit qu'il n'est pas mort et que vous devez continuer à le réanimer. Et il a été tellement stupéfait qu'au début, il est resté quoi comme ça. Il n'a pas compris ce que ça voulait dire, puis il a réalisé, la femme a continué à hurler, et il a repris son travail, il a réanimé le type. Et là, on a un triple témoignage. On a le témoignage du médecin, on a le témoignage de la femme qui a bel et bien entendu son mari lui dire cela, et on a le témoignage du mari qui a été réanimé et qui a dit oui, ben, vous voyez bien que le médecin voyait que je pensais que j'étais mort, et ben heureusement j'ai pu parler à ma femme que j'ai vue en salle de réanimation à 20 mètres de là, et voilà, j'ai réussi à lui. Alors comment il a réussi à communiquer avec elle, justement, c'est un grand mystère, mais elle est sortie de là, donc c'est un cas vraiment très émouvant quand on réalise cela, et ça, il y a que deux hypothèses. Soit c'est une fraude, soit c'est une invention, mais le médecin lui-même est plutôt un matérialiste, donc il était reluctant à en parler. Soit évidemment, ben ça veut dire que la conscience est capable de s'extraire d'un corps physique. Et éventuellement, c'est pas une preuve, je suis très prudent, parce que pour prouver la vie après la mort, ben, il faut des gens qui reviennent de l'au-delà, voyez-vous. Mais là, il s'agit de gens, c'est une différence que j'ai avec certains de mes amis qui parlent, disent ah mais si, ces gens sont morts. Non, non, ils sont proches de la mort. Je vous ai dit que quand un cerveau est complètement éteint, complètement sans oxygène et fini, on peut pas le réanimer. Donc ce sont c'est ce processus transitoire dont je parlais de la mort, d'où on peut revenir. Eh bien, donc autre moment de la mort clinique, la conscience semble pouvoir effectivement s'extraire de ce corps. Et l'un des témoignages récents les plus intéressants a été donné par le docteur Eben Alexander, que lui aussi j'ai eu la chance de recevoir 2 fois en colloque à Paris. Vous pouvez trouver des vidéos sur la chaîne UIP YouTube. Vous faites UIP Paris YouTube. Sur YouTube, vous tapez UIP Paris, vous trouverez des vidéos d'Eben Alexander et de Moody dans des conférences que nous avons organisées avec mon épouse et moi. Et donc, tout ceci pour vous dire que Eben Alexander est un neurologue, neurochirurgien qui a été à Harvard Medical School et qui a vraiment été au top niveau médical et qui a vécu une NDE. Et dans cette MDE, quand il en est ressorti, il a dit, voilà, tout ce que j'ai appris sur la conscience est faux. La conscience est beaucoup plus riche quand elle est séparée du corps physique. Et il donne l'image suivante. En fait, vous voyez, c'est une feuille de papier. Et en fait, nous vivons à l'intérieur de la feuille de papier. Et quand on sort du corps, il dit, c'est comme s'il y avait, vous voyez, une feuille en 2 dimensions, et vous êtes soudain en 3 dimensions, et vous voyez, poum, 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 poum. Il y a plein de connexions qui se font en 3 dimensions, entre des choses que vous ne pouvez pas voir, puisque vous êtes dans les 2 dimensions. Vous voyez. Une des choses qui m'a beaucoup intéressé chez lui et chez beaucoup de témoins de NDE, j'en ai interrogé beaucoup, c'est ce qu'ils appellent cette vision qu'ils ont de partout. C'est-à-dire, ils ne voient pas, par exemple, quand ils sortent de leur corps, c'est pas comme si moi je sors de mon corps puis je suis là-haut, là au plafond, vous voyez, comme ça dans ce coin là, et puis je vois mon corps de là. Non, ils ont une vision complète sur 360 degrés. C'est pas une vision avec des yeux, c'est pas une vision depuis un endroit, vous voyez. Et ça, c'est assez cohérent. C'est assez cohérent avec l'idée justement d'un monde sans temps, sans espace. Et Eben Alexander, il n'est pas le seul, a fait des liens avec la physique quantique. Il dit que c'est assez cohérent. En gros, pour faire simple, la physique quantique nous dit qu'il y a d'autres niveaux de réalité. Je caricature, mais il y a des expériences physiques quantiques qui montrent qu'il y a des corrélations entre des particules de cet univers, mais qui ne passent pas par cet univers. C'est même, tenez-vous bien, le prix Nobel en cours, le prix Nobel du 4 octobre 2022, puisque nous sommes encore en 2023, avant le prochain prix Nobel de physique. Et ben, le dernier prix Nobel de physique a été donné à Alain Aspect, qui a été un élève de mon maître Bernard d'Espagna. Bernard d'Espagna, grand physicien théoricien, était dans le jury de thèse d'Alain Aspect. Et Alain Aspect est un technicien de génie. C'est pour ça qu'on parle d'expérience d'Aspect. C'est pas l'aspect que ça a. C'est parce que le type s'appelle Aspect. Alain Aspect est un technicien de génie dont le projet de thèse lui a été, donc d'Espagna étant son jury de thèse, lui a valu le prix Nobel cette année, enfin en 2022. 40 ans d'attente quand même, pour une expérience qui montre que vous avez tout ce qui arrive à une particule réagit instantanément sur l'autre, même si les deux particules sont à des milliers de kilomètres de distance, voyez-vous.
Et ça, c'est très très important parce que justement, cette interaction ne passe pas par le temps, l'espace, l'énergie, la matière. Ça passe par un autre niveau de réalité. Et c'est quelque chose qui n'est pas, parce que rien ne va plus vite que la vitesse de la lumière dans notre univers, voyez-vous. Donc si ça allait à la vitesse de la lumière, ben ça mettrait un certain temps. Et là, on voit que c'est instantané, quelle que soit la distance que sépare les deux particules. Ça s'appelle la non-séparabilité quantique. Ça permet de conclure qu'il y a des choses qui agissent dans notre monde, mais qui ne sont pas de l'ordre du temps, de l'espace, de l'énergie et de la matière. Et donc, Eben Alexander et lui-même a noté que la physique quantique permettait de mieux comprendre ce monde étrange, donc où on semble être en quelque sorte délocalisé et localisé partout, vous voyez. Et ça, des gens qui font des sorties du corps aussi, on y reviendra, ont le même témoignage aussi, c'est-à-dire que le fait qu'ils voient les choses non pas avec des yeux localisés, mais de partout à la fois. Donc tout ceci pour dire que effectivement, les expériences d'approche de la mort sont aujourd'hui commencent à être étudiées, mais pas suffisamment, à mon avis, parce qu'il faudrait faire des tests systématiques, et pour des raisons idéologiques, on ne les fait pas, dans les hôpitaux, dans les salles de réanimation, pour effectivement mettre des numéros, vous savez, des symboles qui apparaîtraient à différents endroits, pour que les gens puissent dire ah oui, j'ai vu une croix rouge ou j'ai vu une étoile jaune à tel endroit, et si on les interroge après leur réanimation, voyez-vous. Jocelyn Morisson disait à juste titre que quelquefois les personnes qui sortent de leur corps ont des difficultés à ramener ce genre d'informations, de cibles cachées, parce que une fois qu'elles sont décorporées, elles s'intéressent à autre chose qu'à cela. Et Jocelyn supposait que de mettre un objet sur le front du corps, en fait, puisque la personne qui sort de son corps, les témoignages disent qu'elle se voit depuis le plafond, permettrait en fait de voir la cible si elle était située sur le front Hmm. sans que la personne le sache. Qu'en pensez-vous? Oui, c'est une bonne idée, mais pour faire une expérience en double aveugle, comme on dit, il faut que la personne qui interroge la personne après son réveil, si on l'a sauvée, n'ait aucune info sur ce qu'on a posé sur son front. Oui, ça me paraît une bonne idée. Alors, il faut savoir que cette question de NDE est très discutée. Olaf Blanquet, qui était un professeur à l'école polytechnique fédérale de Lausanne, où il se trouve que j'ai enseigné, a fait une expérience pour, au contraire, donner une vision matérialiste des NDE, dans lequel il a fait, en faisant une simulation d'une zone cérébrale qui s'appelle le gyrus angulaire. Le gyrus angulaire, les gens ont simulé une sortie de corps, les gens se sont vus de l'extérieur, voyez-vous. Et alors, Sonia Barkala, qui est une amie commune que vous avez citée tout à l'heure dans notre discussion, avant de commencer cette interview, disait que Blanquet n'a pas osé mettre, par exemple, un post-it sur le dos de la personne, parce que si la personne avait vu un post-it sur son dos, immédiatement, évidemment, ça aurait démontré que la sortie du corps était réelle, voyez-vous. Maintenant, c'est ce genre d'expériences qui sont faites avec un présupposé matérialiste. L'expérience de Blanquet, c'est pour montrer justement que la sortie du corps peut être obtenue par des moyens, enfin, que la sortie du corps n'est pas réelle. Et justement, pour montrer qu'elle était peut-être réelle, cette sortie du corps, il aurait fallu faire le test du post-it, comme je viens de vous le dire. Ça rejoint un peu ce que vous dites par rapport à Jocelyn Morrison. Mais pour revenir un mot aussi sur l'histoire des NDE, c'est quelque chose de très ancien. On le trouve dans le Bardo Taol, dans le livre des morts tibétains, on le trouve dans la République de Platon, où il y a le mythe d'Aer. Aer, le pamphrédien, est un soldat, ça s'écrit ER, est un soldat qui a erré dans l'au-delà pendant un certain temps, et puis il est revenu à la vie. Et moi-même, j'ai publié ça dans un ouvrage qui s'appelle L'évidence de l'après-vie, que j'ai fait la postface d'un dialogue entre Raymond Moody et Eben Alexander, L'évidence de l'après-vie. Donc j'ai publié un témoignage d'un certain Saint Salvius, qui est au VIe siècle, c'est très intéressant, qui est un moine, qui est resté mort pendant 3 jours et qui, au bout de 3 jours, s'est réveillé. Et il était déjà dans son cercueil, et les moines étaient stupéfaits et tout et tout. Et au bout de 3 jours, après 3 jours de décès, entre guillemets, et 3 jours de silence, et après, il a dit ce qu'il avait vu. Et il a dit, voilà, je suis allé au paradis, j'ai vu un truc incroyable et tout et tout. Et il a décrit Dieu comme une lumière, justement, d'amour, etc. Enfin, dans les mêmes termes qu'on décrit dans les NDE 1500 ans plus tard, parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que ce témoignage a été publié dans l'Histoire des Francs de Grégoire de Tours, qui est paru en 585, donc au VIe siècle. Et vous avez une NDE avec une description qui ne correspond pas du tout évidemment au Dieu catholique qu'on imagine, mais à un témoignage comme dans une NDE, vous voyez, au VIe siècle. Donc c'est pour dire que ces témoignages sont très anciens. Est-ce qu'ils sont réels? L'avenir le montrera.
Je pense qu'en multipliant les témoignages comme celui du médecin dont je vous ai parlé, c'est ça la voie qu'il faut faire pour essayer de démontrer la réalité de cela. La difficulté de prouver qu'une EMI est réelle, c'est qu'elle n'est pas reproductible. Vous êtes d'accord avec ça? Oui et non, parce que si l'expérience est faite dans des conditions, comme j'ai appelé tout à l'heure, de double aveugle, il suffirait de 2 cas sur 1000 pour contrer ce qu'a dit Jocelyn Morrison, il suffit de 2 cas sur 1000 pour que ça passe. C'est-à-dire que si vous mettez effectivement une croix rouge, ou alors vous voyez que tout le monde ne va pas le regarder, mais une croix rouge ou une étoile jaune au pied du lit, avec un générateur aléatoire de signal qui choisit le signal quand la personne commence sa mort clinique, et que quand la personne est réanimée, on arrête la diffusion du signal, que la personne est interrogée par quelqu'un qui n'a pas vu la réanimation et qui ne sait pas ce qui a été affiché au pied du lit. C'est pour ça que je disais que le truc sur le front peut se faire aussi, mais le truc sur le front se fait en présence de gens qui sont là, donc il faut être sûr que l'information soit étanche, que ça ne circule pas, voyez-vous. On dirait, ah oui, type il était en mort clinique, on lui a mis une croix rouge sur la tête. Bon. Là, l'idée, c'est de mettre un générateur aléatoire de signal avec un écran au pied du lit, qui diffuse donc au pied du lit, donc ne peut pas être vu par la tête, et donc et ça s'éteint dès que le type est réanimé. Et donc dans un cas comme ça, je pense qu'on pourrait faire une expérience en double aveugle assez facilement, qui pourrait prouver justement la réalité de la partie otoscopique de l'EMI. Raymond Moody a évoqué les EMI partagés. Est-ce qu'on pourrait considérer que c'est un début de preuve? J'étais en train de penser à ça quand vous avant que vous parliez. J'étais en train de penser aux EMI partagés. Oui et non. Non, parce que aussi extraordinaire que soit une EMI, si on ne peut pas, si vous voulez, la mettre rigoureusement, mettre un protocole expérimental comme celui que je viens de décrire, chaque cas particulier reste un cas particulier, comme vous l'avez dit vous-même. Donc, ça ne peut être que par un protocole qui s'applique à toute une série de cas que l'on peut montrer la réalité d'un phénomène. Sinon, effectivement, dans une EMI partagée, pour ceux qui nous écoutent, c'est quand quelqu'un effectivement accompagne, et on a eu un cas avec le docteur Postel, qui malheureusement, pour des raisons diverses, je ne sais pas pourquoi, ne veut plus témoigner là-dessus, mais il y a eu donc le départ de son père, était en présence de lui, de sa femme et de son fils, et tous les trois dans le secteur médical. Et en fait, ils ont eu tous les trois une impression d'accompagnement donc dans le tunnel de ce père et du père docteur Postel, et ils n'en ont pas parlé entre eux. C'est-à-dire que c'est après seulement que le docteur Postal, en interrogeant sa famille, s'est rendu compte que chacun avait vécu la même type d'expérience. Ah, évidemment, ce sont des cas extraordinaires, mais ce sont pas des cas, vous voyez, reproductibles. C'est ça la différence. C'est que le protocole que je vous ai proposé, il est reproductible sur n'importe quelle personne qui a une mort clinique. Dans le EMI partagé, il y a aussi d'autres informations très intéressantes possibles. Par exemple, enfin, c'est pas de l'EMI, c'est des rencontres. Par exemple, il y a une personne qui a une EMI, qui rencontre dans l'au-delà son père, et puis elle se réveille, et elle dit c'est bizarre parce que j'ai rencontré mon père, mais je croyais qu'on rencontrait que des gens morts. Et en fait, son père est mort à la minute même où la personne a vécu vous voyez, ça, on a au moins deux cas comme ça. Ça aussi, ça a été référencé par Moody, vous voyez. Mais ça suffit pas. Aussi extraordinaire que ce soit, il faut des trucs reproductibles, voilà, des protocoles reproductibles. Alors, il y a une tentative par le Dr Sam Parnia, vous avez entendu parler, qui s'appelle AWARE, une expérience AWARE en Angleterre. Mais à mon avis, bon, ils n'ont pas eu de résultat, mais c'est parce que justement, il faudrait le faire de façon systématique dans beaucoup de salles de réanimation, parce que, comme vous l'avez dit vous-même, les personnes ne sont pas forcément en train de retenir tout ce qui se passe dans leur environnement. Il me semble que cette étude conclut, il conclut dans cette étude que si ça ne prouve pas la réalité des EMI, pour au moins, on ne peut pas les remettre en question non plus. Non, mais c'est le problème, c'est qu'on aimerait avoir quelque chose qui aille sur la réalité. Les EMI, il y a des gens assez matérialistes comme Vanessa Charland et le docteur Stephen Lorey qui tentent de donner des explications matérialistes, et pourtant ils ont publié un article qui est très intéressant d'analyse linguistique. Ils ont montré que alors il y a des, vous savez, en faisant une analyse des propos, on arrive à classifier les gens en faisant une analyse de propos. Et donc, il y a des propos de gens délirants, il y a des propos de gens drogués, il y a des propos d'hallucination, il y a des propos de façon caractéristique. Ils ont montré que la NDE est une catégorie à part.
Alors ça ne prouve pas que la NDE est réelle, etc. Mais au moins ça prouve que ce n'est pas une hallucination, un délire, vous voyez, ça c'est intéressant, non? Ça a été fait en plus par des matérialistes de l'Université de Liège. Enfin, Il y a des cas de patients qui sont dans le coma et avec lesquels on arrive à communiquer aussi. J'avais également lu le livre Une larme m'a sauvé, où justement la personne qui est dans le coma témoigne de se souvenir de tout ce qu'elle a vécu pendant son état de coma. Effectivement, il y a les EMI, mais est-ce qu'on pourrait envisager aussi pouvoir communiquer avec la conscience de quelqu'un qui n'est pas en mort cérébrale, qui est dans le coma et comment on pourrait, dans les années à venir, communiquer? Alors, d'abord, il faut savoir qu'il y a toute une série d'expériences qu'on appelle les expériences hors du corps, qui sont justement des gens qui ne sont pas en état de mort clinique. Le cas le plus célèbre de quelqu'un qui n'est pas dans le coma et pas en état de mort clinique est certainement bien connu de vous, c'est le cas de Nicolas Fraisse, que j'ai aussi la chance, l'honneur de rencontrer plusieurs fois. Nicolas Fraisse donc a été analysé par plusieurs scientifiques. Il y a eu quand même 2 tests intéressants faits, un par la télévision suisse et l'autre par France 2 avec une émission de Michel Sim et d'Adriana Carambeu qui passe pas vraiment pour une émission de, j'allais dire, de nouveaux paradigmes, voilà, des gens assez classiques. Ils ont fait une expérience avec Nicolas Fraisse dans sa ville à Lyon. Ils lui ont demandé d'aller place Bellecour, de tourner autour de la place, donc en restant chez lui, bien sûr, à distance, et de repérer quelque chose d'anormal sur la place. Ah. C'était extrêmement vague, volontairement. C'est un miracle qu'il a réussi. Et a dit, là, je retrouve, il y a un endroit, il y a un portrait de femme. Et il a continué, il a dit, ça ressemble à Frida Kahlo. Et là, les gens étaient vraiment scotchés. Ils avaient mis un portrait de Frida Kahlo, une reproduction d'un autoportrait de Frida Kahlo sur la place Bellecour à Lyon. Dans un autre test, la télévision suisse romande, on lui a demandé d'aller dans une boulangerie qu'il connaissait, et il a pu décrire plusieurs choses qui se passaient dans la boulangerie en direct, où la télévision suisse romande avait mis une caméra, y compris les boucles d'oreilles de la serveuse, qui, toujours d'après la serveuse, étaient mises pour la première fois. Donc, c'est pas les boucles d'oreilles qu'il avait vues. Donc voilà, donc le cas de Nicolas Fraisse répond en partie à votre question, c'est-à-dire que on n'a pas besoin d'être en état de mort clinique, semble-t-il. Là aussi, il faudrait faire des tests, etc., pour sortir de son corps. Et donc, effectivement, la communication avec des gens qui sont en coma, comment on pourrait l'envisager? Il y a une autre chose que vous connaissez peut-être pas, qui s'appelle la communication facilitée. Ça vous dit quelque chose? Non. Non? Alors, il y a une référence de Anne-Marguerite Vexio chez Robert Laffont qui s'appelle « J'ai choisi tes mains pour parler ». J'ai choisi tes mains pour parler. Alors, ça consiste à, mon épouse Dania a testé cela dans un tout autre cadre, parce que ça ne se fait pas qu'avec des gens dans le coma ou avec des gens dans le cerveau détruit, mais ça se fait avec tout le monde à titre de thérapie. Et ça, il se trouve que c'est quelque chose qui a justement pu aider ma femme. C'est quelque chose d'intéressant, parce qu'au départ, c'est pour des enfants autistes qui ne communiquent pas. On prend leurs mains et la facilitatrice ou facilitateur fait circuler la main comme ça sur un clavier. Et l'enfant tape. Alors, il tape des textes. Et il y a par exemple des livres entiers qui ont été écrits par des enfants qui ne peuvent absolument pas s'exprimer par cette technique. Alors, on se dit, ouais, d'accord, c'est la facilitatrice qui écrit le texte et on pense que ça vient de l'enfant. En fait, non. Dans certains cas peut-être, mais dans d'autres cas, c'est impossible. Il y a des cas très particuliers où, par exemple, l'enfant a tapé catastrophe, la voiture s'est retournée et effectivement, il avait été traumatisé par l'accident de voiture et la facilitatrice n'en avait pas la moindre idée. Ou des détails du genre, il a jeté, c'est un peu comme l'équivalent de la ND-otoscopie, vous voyez, c'est la preuve, quoi. Mais c'est pas systématique. Maman a jeté ses chaussures roses. Ah, effectivement, la facilitatrice ne savait pas que sa mère avait jeté des chaussures roses. Et Anne-Marguerite Vexio a obtenu des frappes d'enfants israéliens, donc qui ne parlent que l'hébreu, et qui frappent en français. Donc là, on dit, c'est pas possible, c'est forcément elle qui tape. Sauf que là aussi, elle a obtenu à plusieurs reprises des choses qu'elle ne savait pas, et qui étaient tapées en français. Et donc, l'enfant, quand on lui demandait en hébreu, mais comment tu fais? Il répondait en français, je butine les mots dans ta tête. Ce qui est très poétique. Et donc, cette idée de je butine les mots dans ta tête, c'est de la télépathie, bien sûr. La meilleure façon pour communiquer avec un comateux, je ne sais pas s'il a été fait, d'ailleurs, peut-être que ça a été fait, c'est évidemment la communication facilitée. Parce que, voilà, c'est ce qui est passionnant par rapport à notre discussion, c'est que pour les gens très malades, donc enfin, la communication facilitée peut se faire avec des gens tout à fait normaux comme vous et moi. Alors, moi, ça m'a rien fait du tout. Je
je suis trop, je suis peut-être pas assez éthéré. Mais bon, la communication facilitée est faite justement pour communiquer avec des gens qui ne peuvent pas communiquer en temps normal. Et ça montre une chose très intéressante, c'est que la conscience, pour autant que la communication soit facilitée, comme les NDE, ce sont des techniques qui sont aux frontières, voyez-vous, hein, de la science classique, ne sont pas admises par tout le monde, loin de là, par tous les scientifiques. Mais ce qui est passionnant, c'est que ça montrerait que la conscience, justement, que le cerveau est un récepteur de conscience, parce que la conscience pourrait être parfaitement valide avec un cerveau détruit, et donc elle ne pourrait pas s'exprimer via le cerveau parce qu'il est détruit ou très très endommagé, mais que par contre, par la communication facilitée, ce cerveau est capable, cette conscience est capable de bypasser, vous voyez, l'élimination du cerveau, vous voyez. Johnston, je m'interroge, un être humain qui a l'esprit tourmenté, qui tente de mettre fin à ses jours, quel défi ça représente pour lui? En fait, déjà, le problème clé, c'est que, à ma connaissance, hein, tous les gens, il y en a quand même beaucoup, qui se sont suicidés et qui ont été réanimés après une NDE, n'ont jamais retenté de se suicider. C'est-à-dire qu'ils ont vu que ça ne servait à rien, pour plusieurs raisons. Alors d'abord, certains ont vu que effectivement la vie, ça leur a beaucoup de gens qui ont vécu. Il y a des NDE négatives, mais c'est une minorité. Ils ont vu que la vie avait un sens, que la vie valait la peine d'être vécue. Et puis il y a aussi quelque chose de plus particulier, qui est que ils ont vu aussi que ça permettait pas d'échapper aux problèmes en fait. Et ça rejoint des choses qui ne sont pas du tout scientifiques. Mais si vous prenez par exemple quelqu'un qui est très peu connu, mais qui est un maître de l'ésotérisme occidental comme maître Philippe de Lyon, pour le situer, il est mort en 1906 à Lyon, comme son nom l'indique, il expliquait, et les hindous le disent à leur façon, sous terme de karma, mais je prends exprès un occidental pour montrer que c'est pas que les hindous. Il disait qu'en fait, si vous avez la vie, c'est quoi? Là, on est plutôt dans la science, hein, attention, bien, on a différentes catégories. Mais bon, il disait, c'est quoi la vie? Mais la vie, c'est comme une classe de 6e, de 5e, de 3e, de 4e. Vous savez à l'avance le programme, quel programme il y a en 6e, maths, physique, géographie, etc. Vous pouvez savoir les profs, vous pouvez même savoir les horaires avant de commencer à entrer à l'école au mois de septembre. Mais la seule chose que vous savez pas, c'est si vous allez passer en 5e, ou si vous allez redoubler la 6e. Eh bien, disait-il, notre vie, c'est pareil. Nous avons accepté notre vie et les épreuves qui vont avec. Nous pouvons savoir à l'avance qu'est-ce qui va être notre vie, qui on va rencontrer, quelles épreuves on va avoir. Et la seule vraie question, c'est est-ce qu'on va être capable de surmonter ces épreuves ou pas? C'est l'idée de passer en 5e ou de redoubler la 6e. Et donc, d'une certaine façon, se suicider, ça vous amène simplement à redoubler la classe. Vous échapperez pas au programme de 6e. Vous pouvez pas. C'est comme ça. C'est dans les lois de la nature. Donc, vous allez recommencer le programme de 6e. Et donc, c'est pas la peine de repartir. Ça ne résoudra pas vos problèmes. C'est ce que dit Maître Philippe de Lyon de façon un peu plus subtile. C'est moi qui prends l'analogie avec les classes de 6e et de 5e. Et c'est exactement l'enseignement de certains maîtres ésotéristes. Et ça rejoint ce que nous disent les témoignages de gens qui ont vécu des NDE après s'être suicidés. Est-ce que vous-même, vous avez eu des expériences particulières? Non, moi je suis quelqu'un, je le dis, de très... je suis pas du tout quelqu'un d'éthéré, donc je n'ai aucune expérience. J'ai 2-3 choses que je considère comme des expériences probables de vision de réincarnation, parce que c'est très différent des rêves, mais j'en ai vraiment très peu. Par contre, nous avons ici Chantal qui a été mentionnée et qui a quand même une expérience intéressante par rapport à, je ne sais pas si elle veut le mentionner, par rapport à Serge et par rapport à ce fameux enregistrement. Tu peux en dire un mot? Oui, ben simplement, mon compagnon est décédé en 2013. Et puis un jour, alors que j'étais chez un professionnel de santé, mon téléphone a sonné. Et bon, j'étais très embêtée parce que je pensais qu'en fait qu'il était arrêté, mais non. Et puis quand j'ai voulu écouter, j'ai entendu une voix sourde, je comprenais pas. Je dis mais qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui a du mal à parler. J'ai voulu effacer. Et en fait, après plus tard, quand j'ai regardé, j'ai vu qu'il y avait 11 chiffres. Je me suis dit, tiens, c'est curieux ça, 11 chiffres. Donc du coup, j'ai pas effacé. Et plus tard, quand j'étais un peu plus calme, au calme, j'ai pris le temps, j'ai écouté, j'ai lancé le téléphone parce que ça m'a dit, quand j'ai réécouté, en fait, ça m'a dit, vous avez un message sauvegardé. Là, j'ai dit, tiens, un message sauvegardé, mais bon, de quoi
Et j'ai écouté et là, j'ai entendu une voix sourde, qui disait, comme on pourrait le supposer: «Je t'aime». Alors je l'ai envoyé après à ce message à Source de Vie à Toulouse. C'est Yves Linès qui l'a écouté, qui est, on peut dire un petit peu un spécialiste de ces écoutes-là et qui l'a reconnu, authentique. Voilà, donc à ce jour, bah, il y a pas trop d'explications et puis le numéro qui est apparu, en fait, je l'ai refait, mais ça m'a dit: «Orange, vous informe que le numéro n'est pas activé», quoi. Voilà. Merci Chantal pour ce témoignage. Alors vous voyez, le problème de ce genre de choses, c'est que moi et ceux qui sont assis autour de moi connaissent Chantal, donc on sait, nous, que c'est pas truqué. On sait que c'est vrai. Mais vous, qui nous regardez et qui ne connaissez pas Chantal, vous ne pouvez pas en être sûr, vous comprenez? Et c'est la même chose. Récemment, il y a un certain Laurent Kasperzix, je prononce sans doute mal son nom, qui vient de publier un livre, s'appelle Des coups de fil de l'au-delà, point d'interrogation, aux éditions Guitry Daniel, où il prend toute une série. Alors, il se trouve que j'ai refusé de faire la préface de ce livre, parce que j'ai dit, voilà, j'ai accepté de faire la préface du livre de Chantal Dubourdieu que vous avez cité, parce que je connais Chantal depuis l'enfance, mais je peux pas préfacer un livre de gens qui prétendent avoir la même chose que je connais pas. Parce que bien sûr, comment vous savez que c'est pas des menteurs, des farfelus, etc. Vous voyez. Donc c'est là où le cas de la répétitivité est très difficile, mais il y a quand même, je suis très prudent pour cette raison-là, sur ce qu'on appelle la transcommunication, auquel Per Bruyn s'est beaucoup intéressé, mais c'est quand même des sujets intéressants qui font partie de cette grande fresque, de cette grande galaxie avec la communication facilitée, les sorties du corps de Nicolas Fraisse, les expériences de NDE et ce genre d'expérience transcommunication, ça fait partie de cette galaxie qui nous laisse penser quand même que la conscience est d'une autre nature que celle du monde matériel. Merci Johnston. Merci à vous. Tant à dire encore sur le sujet. RD Supriniro vous remercie pour votre contribution à notre projet culturel, la prévention du suicide. Nous espérons que cette courte exploration philosophique, scientifique sur le sujet de la mort permettra à tous ceux pour qui ce mot provoque du pessimisme ou de la tristesse de reconsidérer leurs craintes et pour ceux qui doutent du sens de la vie, de faire le choix de vivre en conscience de l'étendue de notre ignorance sur cette dimension inconnue. Merci Johnston. Merci.